Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième table ronde sur les Palestiniennes et les Palestiniens de l'exil. Recording in progress. Et merci aux intervenants et intervenantes d'avoir accepté notre invitation pour cette deuxième table ronde. Alors, l'histoire palestinienne, elle a été marquée par les migrations et plus particulièrement par... Je m'arrête. Oui, excuse-moi. Oui. Celui-là, le gros. C'est bon comme ça ? Recommencer, s'il te plaît, je suis désolée, il y a Oui. eu un problème de son. Bon. Alors, je disais que l'histoire palestinienne a été marquée par l'immigration et plus particulièrement par les déplacements de population qui sont bien entendu le fait de la colonisation et de l'occupation israélienne. On a deux grands moments clés, donc en 1948, avec l'exode forcé de plus de 700 000 Palestiniens, avec la création de l'État d'Israël sur les 3/4 des territoires de la Palestine historique. Et puis en 1967, on va avoir, avec l'occupation de nouveaux territoires palestiniens, plus de 300 000 personnes qui se retrouvent sur les routes de l'exil. Mais depuis, les Palestiniens ont connu aussi de nombreux autres déplacements depuis les pays arabes où ils avaient trouvé refuge en raison des différents conflits politiques. Et aujourd'hui, cette question des déplacements, elle est vraiment au cœur de l'actualité avec la guerre à Gaza. Depuis le mois d'octobre, on a la quasi-majorité de la population à Gaza qui a été déplacée et des personnes ont été déplacées aujourd'hui 6 à 7 fois. Et depuis le mois d'octobre, la peur, la crainte qui est là, c'est celle d'un nouveau transfert de population en dehors de la Palestine. Alors pour parler de l'exil palestinien, on va avoir donc quatre interventions qui vont aborder cette question. Les deux premières interventions vont un peu poser le cadre autour de ces migrations. Et les deux interventions suivantes vont s'intéresser plus spécifiquement à la question des réfugiés palestiniens à partir de la prise en charge, on va dire, humanitaire des réfugiés palestiniens et des camps de réfugiés. Donc, vous avez donc chacun 20 minutes pour votre intervention. On va commencer avec Jalal Husseini. Oui. Non. Oui. Tu commences, ça te va? Oui. Donc on commence par Jalal Husseini, qui est chercheur associé à l'Institut français du Proche-Orient à Amman, et qui va nous parler du statut des réfugiés palestiniens dans les pays arabes entre attachement au droit au retour et diasporisation. Je te passe. Alors, bonjour à tous. Merci Hala et au comité d'organisation de m'avoir invité à cet intéressant colloque. Je vais, durant ma présentation, brièvement présenter le statut juridique, politique, socio-économique des réfugiés palestiniens. Je m'entendrai aux Palestiniens dans le monde arabe et encore plus encore, je m'adresserai j'étudierai le système conçu par la Ligue arabe dès le lendemain de la Nakba en 1949 et la façon dont il a été adapté dans les principaux pays d'accueil que sont la Jordanie, la Syrie et le Liban. Ce sera là l'occasion d'utiliser plusieurs cadres disciplinaires. L'histoire d'abord, puisque en raison de la permanence du problème des réfugiés palestiniens depuis 1948, ce statut reste encore bien tributaire de décisions, de mesures et de processus qui ont été entrepris, qui ont été pris juste au lendemain de la Nakba. Donc le détour par la voie historique est important. Bien sûr, il y a la question juridique, selon le droit international, et le cadre légal de ces pays d'accueil. Et puis, on pourra aborder aussi, et c'est d'ailleurs un thème central et qui recouvre toute ma présentation, une thématique qui m'est chère, qui est la politisation de l'assistance humanitaire qui a été prodiguée aux réfugiés palestiniens depuis 1949, 48 déjà.
Maintenant, de manière générale, comme dans d'autres situations de réfugiés, situations prolongées, on navigue et on continue à naviguer généralement entre le maintien de situations temporaires, par définition précaires, liées à la mise en œuvre, toujours en attente, de solutions à long terme, dictées par le droit international, le droit au retour dans le cas palestinien d'une part, et d'autre part le besoin de s'adapter à l'évolution des besoins et des aspirations des réfugiés. Et ces réfugiés, bien sûr, tendent en effet avec le passage des générations à vouloir un peu s'affranchir de cette précarité, notamment pour les plus jeunes, et notamment pour les plus jeunes qui résident encore dans les 58 camps de réfugiés dans le Proche-Orient. L'avènement de l'autonomie palestinienne en Cisjordanie et à Gaza depuis 1993-1994 a aussi posé la question du statut politique des réfugiés, tant en Palestine, en Cisjordanie et à Gaza, que dans les pays arabes avoisinants, sur l'échiquier politique donc palestinien, eu égard à leurs revendications du droit au retour, et aussi eu égard aussi à leur lien avec le centre politique palestinien basé depuis 1993 en Palestine. Alors, penchons-nous d'abord sur le système juridique élaboré à l'origine par les ligues arabes dès 1949 afin de gérer de façon adéquate la présence des réfugiés palestiniens. Comme l'on estime aujourd'hui, environ 10-11 millions dans le Moyen-Orient, dont 6,7 millions, environ 7 millions sont enregistrés auprès de l'UNRWA, cette agence hybride dont je parlais plus tard, humanitaire développementale. Donc ce système, d'ailleurs, que je vais présenter, perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors ce système, il est basé sur la revendication du droit au retour des réfugiés au foyer d'origine, qui très rapidement s'impose comme l'élément central de la conscience politique des réfugiés, puis dès les années 60 comme un des piliers du mouvement national palestinien, et en fait il constitue le matériau idéologique qui fédère l'ensemble des Palestiniens, réfugiés ou non. L'importance politique de ce droit s'explique aussi par sa validation, partielle ou complète, par plusieurs résolutions onusiennes, telles que la fameuse résolution 194 de décembre 1948 par l'Assemblée générale, qui fixe les paramètres d'une solution à long terme du problème des réfugiés, soit alors en priorité le retour volontaire et pacifique des réfugiés à leur foyer, ou alors l'alternative à cela, c'est-à-dire une réinstallation compensée. On peut aussi citer la résolution 3236 du 22 novembre 1974 qui mentionne le droit inaliénable des Palestiniens de retourner à leur foyer et vers leurs biens, d'où ils ont été déplacés et déracinés. Voilà. Cela d'ailleurs, ces résolutions constituent aujourd'hui le figurehead, le slogan ou la base juridique de leur revendication au retour. Concrètement, maintenant, et de façon assez paradoxale, les modalités de mise en œuvre de ce droit au retour n'ont jamais été vraiment explorées sérieusement, y compris par les Palestiniens eux-mêmes. On a longtemps pensé que ce rapatriement se ferait naturellement suite à la libération de la Palestine, comme on disait à l'époque. Puis, dès les années 70-80, c'est vers un processus négocié avec Israël d'un État palestinien limité à la Cisjordanie et Gaza, vers lequel s'est dirigé l'OLP, laissant donc le droit au retour des réfugiés à leur foyer originel au rang de revendication abstraite. On y reviendra plus tard. En revanche, les conséquences de la préservation de ce droit au retour sous les conditions de vie des réfugiés dans les pays arabes ont été bien réelles. Alors, la primauté de ce droit et de son corollaire, qui est la préservation d'une nationalité palestinienne spécifique, a justifié l'imposition par la plupart des pays arabes du principe d'abord de singularisation de ces réfugiés palestiniens et d'autre part de leur non-assimilation aux sociétés locales.
Cela aura des conséquences, bien sûr, a eu et continue d'avoir des conséquences assez néfastes sur les conditions de vie des réfugiés, mais elles ont été placées, elles ont été justifiées par ce que l'on appelle la discrimination positive, c'est-à-dire les sacrifices nécessaires au maintien d'un droit qui est supérieur, le droit au retour. Et maintenant, on dit aussi à la compensation. Alors, concernant la singularisation, les pays arabes ont insisté, les 48-49, pour exclure les réfugiés palestiniens vivant dans les pays du Proche-Orient du régime universel de protection des réfugiés, qui sont fondés, comme vous le savez, sur la Convention sur la protection des réfugiés de 1951, et sur le mandat opérationnel de protection opérationnelle du HCR. Parce que, entre autres, à l'époque, ces instruments visaient, in fine, à la réinstallation des réfugiés dans des pays tiers. On avait à ce moment-là aussi des réfugiés allemands, on n'allait pas les faire retourner en Pologne, etc. Donc vraiment, la réinstallation des pays tiers était la priorité. Il y avait aussi l'idée que, parmi les réfugiés, les pays d'accueil, que en raison de l'implication directe des Nations Unies dans la question de Palestine, et donc dans la création du problème des réfugiés, les réfugiés palestiniens devaient avoir un statut différencié des autres réfugiés dits humanitaires. Ce sont des réfugiés politiques dont les Nations Unies sont directement responsables, tant du point de vue humanitaire que par rapport à une solution politique à long terme. Donc, ce qu'on a fait, parce qu'à l'époque, les besoins humanitaires étaient très importants, on a créé cette agence hybride qui est l'UNRWA. Mais l'UNRWA, c'est une agence qui fait dans le relief, dans le secours, et qui fait aussi dans un peu de développement, qui était censée faire du développement à l'époque. Mais elle n'a jamais eu, malgré des tentatives de rattrapage ces dernières années, cette dimension de protection juridique dont ont souffert les réfugiés palestiniens chaque fois qu'ils ont été confrontés à de la violence dans leurs différents pays d'accueil. Donc on voit là déjà une première manifestation de cette discrimination positive. Concernant la non-assimilation, les pays arabes ont, dans leur grande majorité, et suivant les recommandations dans la Ligue arabe, refusé d'octroyer aux réfugiés la citoyenneté, et, sauf exception, les droits afférents à cette citoyenneté, comme par exemple l'accès à l'emploi dans la fonction publique, qui est le grand employeur dans la région, le droit à la propriété, etc. En revanche, la Ligue arabe et les pays arabes ont tenté d'atténuer les effets négatifs de cette apatridie forcée, enfin conférée en raison de cette discrimination positive, en leur conférant des droits, en principe, des droits socio-économiques, comme par exemple la résidence, jusqu'à ce que leurs problèmes soient réglés, la liberté de mouvement, de voyager, et l'accès au marché du travail. Maintenant, comme on le sait dans la pratique, chacun des pays d'accueil a géré cette inclusion socio-économique en général selon deux critères centraux. D'une part, la perception par les autorités locales, et qui varie souvent de pays d'accueil en pays d'accueil, de l'impact que ces réfugiés auraient sur la stabilité politique et économique. Et donc là, on parle vraiment des intérêts vitaux des États d'accueil. Et d'autre part, de manière plus circonstancielle, l'évolution des rapports entre les gouvernements d'accueil et le mouvement national palestinien tel que représenté par l'OLP dès les années 60. Alors on s'est ainsi retrouvé au Proche-Orient avec une palette évolutive d'ailleurs, une palette de différents statuts socio-économiques, caractérisés dans l'ensemble par des discriminations plus ou moins affirmées à l'encontre des réfugiés palestiniens. Au Liban, par exemple, où ils ont longtemps représenté 10% de la population libanaise. Je dis longtemps parce que la plupart d'entre eux sont en dehors du Liban. Donc ils ont représenté quand même jusqu'à 10% de la population libanaise, et où ils se sont, comme on le sait, où les milices palestiniennes se sont mêlées de la vie, enfin, ont connu des moments difficiles lors de la guerre civile, et sont tenus en tout cas pour une cause du conflit civil libanais. Ils ont été discriminés depuis le départ dans de nombreux secteurs, comme le marché du travail, où
toujours aujourd'hui, sauf exception, les professions libérales ne leur sont pas ouvertes. À l'inverse, en Syrie, par exemple, où ils ne représentent que 3% de la population, eux, ils ont été maintenus sous contrôle depuis le départ. Là, ils ont bénéficié, comme on dit généralement, d'un traitement à quasi-égalité avec les citoyens du pays. En fait, la Jordanie est le seul des pays arabes qui a fait exception, qui a dérogé à la règle de la Ligue arabe d'apatridie. Et c'est une exception de taille, vu que la Jordanie est le plus grand hôte du nombre de réfugiés palestiniens aujourd'hui, environ 2,3 millions, ce qui concerne environ 40% de l'ensemble des réfugiés dans le Proche-Orient. On revient à la base, à l'origine, le roi Abdallah décide de naturaliser en masse les réfugiés palestiniens afin que ceux-ci puissent participer au mieux à la modernisation du pays, au développement de ses secteurs privés et publics, et puis aussi en préparation à l'annexion de la Cisjordanie à l'époque, qui sera faite en 1950. Mais c'est là une situation qui est en principe temporaire et uniquement fonctionnelle et qui n'est pas censée affecter les termes de la résolution 194, c'est-à-dire le droit au retour. Une fois la Palestine libérée, eh bien les réfugiés palestiniens seraient libres, c'est ça le scénario, de choisir entre rester citoyens jordaniens ou citoyens palestiniens dans le cadre de nouvel État palestinien. Donc là, on reconnaît, c'est comme ça d'ailleurs que la Jordanie, qui a été souvent critiquée à l'époque pour avoir trahi le droit du retour, dira non, c'est une citoyenneté fonctionnelle, temporaire, et on reconnaît l'UNRWA et on reconnaît les camps de réfugiés, etc. Donc voilà, c'est une situation temporaire pour faciliter en fait l'insertion et les niveaux de vie des réfugiés palestiniens. Et d'ailleurs, tout comme dans les autres pays arabes, c'est l'évolution des rapports souvent houleux entre le régime jordanien et l'OLP qui va dicter en fait l'évolution, le niveau de vie et les conditions de vie ce qu'on appelle les Jordaniens d'origine palestinienne, c'est-à-dire les réfugiés de 48 et leurs descendants, et ce qui s'est traduit en réalité par une discrimination depuis au moins 1974, mais surtout dans les années 80-90, qui a achevé aujourd'hui, discrimination des Palestiniens dans les hautes sphères de l'administration jordanienne. À l'instar des autres pays d'accueil, la Jordanie a aussi tenu à donner aux réfugiés des garanties concrètes de leur engagement en faveur du droit au retour, au-delà de cette discrimination positive, qui est un peu difficile à vivre, et du discours sur le droit, du droit au retour, en liant ce droit, ce droit au retour à deux aspects centraux de l'aspect humanitaire, qui sont d'une part les camps de réfugiés, les camps de réfugiés qui sont en fait des instruments humanitaires, mais qui, dès le départ, entre 1949 et les milieux des années 50, deviennent le symbole de l'Anakba et le symbole de la résistance des réfugiés palestiniens à l'assimilation, quand bien même ils n'ont jamais recueilli plus du tiers des réfugiés. Cet aspect politique est très important, et quand on a fait plusieurs études ont montré que pour les Palestiniens, pour les réfugiés palestiniens, y compris ceux des camps, l'importance des camps et de l'UNRWA d'ailleurs réside d'abord dans leur aspect politique. C'est-à-dire l'enregistrement à l'UNRWA, par exemple, est une preuve de sa condition de réfugié et pourrait soutenir à l'avenir toute revendication au retour, pourquoi pas, à la compensation ou à la restitution de la propriété. Bien sûr, en dehors des situations d'urgence comme à Gaza ou en Syrie, dans la guerre civile, où là, l'UNRWA reprend son rôle, aux yeux des réfugiés, son plein rôle opérationnel. Alors, je vais juste, pour terminer ici, vous parler des lendemains du processus de paix et de son évolution. Alors, parce que ce processus de paix n'a pas abouti, ce système juridique, politique, social n'a pas vraiment changé. On en reste à l'apatridie dans les pays arabes, avec une citoyenneté fonctionnelle en Jordanie, et on a toujours donc l'UNRWA et les camps comme support matériel au discours sur le droit au retour. Cependant, il y a eu des changements au niveau politique, et la façon dont les Palestiniens, dans leur ensemble, de façon assez différenciée, se représentent aujourd'hui le droit au retour. On a vu un déclassement par le leadership palestinien
de ce droit au retour, qui à partir du moment où, comme je l'ai dit au départ, les efforts de la direction politique, de la direction palestinienne se penchent sur, ou se focalisent sur l'État, le droit au retour devient un obstacle. Et donc, nombre de déclarations de dirigeants palestiniens ont fait état que, voilà, au nom du pragmatisme, d'un certain pragmatisme lié à la construction étatique, eh bien, il fallait se délaisser de ce droit au retour au foyer d'origine et le remplacer par, autant que possible, par un rapatriement vers les territoires du futur État palestinien en Cisjordanie et à Gaza. On n'a pas, bien sûr, les conditions, les possibilités de ce retour n'ont jamais été étudiées, évidemment, vu les capacités d'absorption très limitées de Cisjordanie, je ne veux même pas parler de Gaza, évidemment, c'est une éradication, en fait, du droit au retour tel qu'il a été compris depuis 1948. Et que penser des réfugiés de Gaza et de Cisjordanie qui sont déjà sur le territoire? Doit-on leur dire qu'ils n'ont jamais quitté, finalement, vu qu'ils sont déjà sur le territoire du futur État palestinien? Ce qu'on a eu aussi, c'est un raidissement de la politique des pays arabes d'accueil qui ont eu peur que tout accord entre Israël et les directions palestiniennes se traduise de facto par une réinstallation ad aeternam des réfugiés sur leur sol et une réinstallation non compensée. Il y a eu les Américains qui, à un moment, proposé des sommes astronomiques, 20, 30, 40 milliards pour que le Liban, la Syrie, entre autres, acceptent ces réfugiés. Voilà. Au nom de la création d'un État palestinien. Une dernière chose, peut-être plus intéressante du point de vue humain, on a constaté aussi auprès de la jeunesse palestinienne, en particulier dans les camps de réfugiés, une contestation depuis quelques années du système juridique et du système politique qui a été imposé, qui a été élaboré, comme je vous le dis, depuis 1949, c'est-à-dire une accusation, une attaque contre ce qu'on appelle la discrimination positive. Et ce qu'on a aussi récemment théorisé sous le terme de politique de la souffrance. En somme, point besoin de souffrir, de se montrer victime pour affirmer ses droits au retour. Surtout, c'est un positionnement qui est aussi dû au fait d'une prise de conscience que finalement les pauvres réfugiés des camps, autant que les réfugiés millionnaires, notamment ceux qui sont venus de la Sulta en 1994, auraient les mêmes droits. Donc ce n'est plus une question de niveau de vie. Le niveau de vie, y compris dans les camps, ne devrait plus servir de venture au droit au retour. C'est un droit qui appartient à tout le monde. Bon, j'aurais deux choses à dire, mais... Peut-être pour la discussion. Pour la discussion. Merci beaucoup, Jalal, d'avoir tenu les 20 minutes. Forcé. Mais oui, désolée. Donc, on va tout de suite passer à l'intervention de Hadil Fawadli, qui est professeur à l'université de Birzeit en Palestine, et qui va nous parler des Palestiniens dans la diaspora, histoire, chiffres et conditions. Debout comme ça et passer ou alors juste là tu peux juste passer avec le là. Si tu restes là, tu peux juste passer. D'accord. Je te mets les deux ici. Ok, merci. Bonjour à toi à tous. Aujourd'hui, je vais présenter quelque chose sur les Palestiniens dans les différents pays de la diaspora, mais très vite en fait. Selon le Bureau central palestinien des statistiques, il y a environ 14 millions de Palestiniens autour du monde en 2022, la moitié entre deux sont en diaspora. Cela souligne l'importance du facteur démographique dans la cause ou la question de la Palestine.
Conséquence, dans cette brève présentation, nous parlerons sur quelques points. Le premier point sera sur la histoire de la formation de la diaspora palestinienne. Le deuxième, les migrations que ont formé la diaspora. Troisième, répartition géographique des Palestiniens dans la diaspora. Les 4 points, certains chiffres et après quelques descriptions sur la situation économique et juridique pour les Palestiniens dans les différents pays de la diaspora. À la fin de l'Empire... Excuse-moi, Oh. un petit souci. J'arrête? Ouais. Hop. C'est bon? C'est bon? Ok. Donc, à la fin de l'Empire ottoman, il y a presque 40 millions de personnes ont migré vers l'Amérique, le 12 Amérique. Cependant, le nombre d'Arabes ottomans qui migraient de la Grande Syrie, y compris la Palestine, a été estimé à 250 000. Cette migration sont principalement des hommes qui avaient l'intention de gagner l'argent et après retourner dans leur pays d'origine. Ici, la première migration de la Palestine composée des chrétiens de Bethléem pour participer à l'exposition des industries à Philadelphie et autres États aux États-Unis. Sur le mandat britannique, les Palestiniens ont poursuivi leur migration à cause de la migration des Juifs zionistes en Palestine et à cause de la grève en 1936 qui a affecté sur l'économie et sur le mouvement. Bien sûr, pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, la migration des Palestiniens a diminué. La troisième période était à cause de la Nakba, environ 714 000 Palestiniens sont devenus des réfugiés dans les pays arabes et voisins. Entre les deux guerres, 48 et 67, les frontières sont ouvertes entre la Cisjordanie et la Jordanie et entre la bande de Gaza et l'Égypte. Donc, 62% de la population de la Cisjordanie a traversé les frontières vers la Jordanie pour travailler en Jordanie. Après, à cause de la Nakba, la guerre de 67, quelques 335 000 des Palestiniens ont traversé les frontières vers la Jordanie encore. Sous les occupations militaires israéliennes, l'immigration des Palestiniens a encore continué à cause de la construction des colonies israéliennes qui s'apparaît entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et après la confiscation de terres agricoles, restrictions sur la circulation des personnes qui travaillent sur le marché israélien. Donc, la migration des Palestiniens a de nouveau augmenté à l'étranger. Après l'entrée de l'autorité palestinienne, la migration des Palestiniens se poursuivit en raison de la première intifada, le mur apartheid des colonies israéliennes qui a affecté les Palestiniens économiquement et socialement. Donc, c'est les périodes qui fait la migration des Palestiniens à l'étranger. Donc, maintenant, on va voir où les Palestiniens habitent ou installent maintenant. Le premier pays qui les Palestiniens installent aujourd'hui, c'est la Jordanie. Donc, la Jordanie, la présence des Palestiniens a se formé avant la création de la Émirate de Transjordanie. Un grand nombre a arrivé après la guerre de 48 et après 57.
Les Palestiniens ont obtenu la nationalité jordanienne, mais il est difficile pour eux d'obtenir d'emplois gouvernementaux. Même leur nombre en Jordanie, c'est un peu grand. Leur vie politique est faible à cause de la désengagement avec la Cisjordanie et à cause de la Black Septembre, la guerre du Black Septembre. Noir, ok. Désolée. En Syrie, la plupart des Palestiniens ont traversé les frontières en 1948, qui sont venus de Safad, Haïfa, Jaffa. Ils viennent des droits civils, mais sans aucun droit politique. Depuis 2011 jusqu'à 2016, des Palestiniens ont été forcés de migrer interne et à l'étranger. Et plus que 5 des camps réfugiés ont été détruits. Le troisième pays, c'est le Liban. Donc, les réfugiés palestiniens, jusqu'à aujourd'hui, vivent des conditions tragiques et sectaires au Liban, parce que la structure de la société sectaire libanais, la guerre civile libanaise, et à cause de Sabra Shatila aussi, empêcher les Palestiniens de travailler dans 55 métiers. Toutes les choses ici ont largement ouvert la porte la migration illégale pour Palestiniens à l'étranger. Le quatrième pays, c'est l'Égypte. Un petit nombre de Palestiniens déplacés vers l'Égypte en 1948, mais ils ont vécu dans les villes, pas dans des camps réfugiés. Après ça, il y avait environ 7000 des réfugiés palestiniens qui restaient dans la camp du Qatran, mais en 1949, ils ont retourné à Deir el-Balah, réfugiés camp à Gaza. En Irak, après 1948, un petit nombre de Palestiniens qui sont venus de Jaffa et Haïfa sont revenus avec l'armée irakienne. Et après, de nombre de Palestiniens ont immigré en Irak pour travailler. Leur nombre, après la guerre irakienne et américaine en 2003, est diminué en Irak. Maintenant, on parle sur les Palestiniens dans les pays du Golfe. La présence des Palestiniens au pays du Golfe était après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été crédités pour développer le système éducatif. Leur nombre a augmenté dans les années 60, 70 et 80 pour travailler dans le secteur du pétrole. Les Palestiniens, il est difficile d'estimer leur nombre car ils ont différents documents. La présence des Palestiniens au pays du Golfe nécessitait une carte de séjour accompagnée d'un contrat de travail. Mais leur importance sera dans les envois de fonds à leur pays d'origine et à leur famille qui a en installé jusqu'à aujourd'hui dans Palestine. Sur les Palestiniens aux États-Unis, le nombre de Palestiniens on a exact parce que la première fois les Palestiniens s'inscrire leur nationalité d'origine était le premier recensement en 1980.
Et après, autre chose, à la première migration des Palestiniens vers les États-Unis, à la fin de l'Empire ottoman, les Palestiniens considérés comme Turcs et Syriens et Palestiniens et Libanaises considérés comme... Donc, ça veut dire que le nombre de Palestiniens qui s'installent aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui, c'est inexact. Les Palestiniens ont obtenu les nationalités américaines et ici, il y a un grand rôle du réseau familial pour obtenir les nationalités américaines et pour intégrer dans la société américaine. Les Palestiniens en Amérique du Sud, les premiers Palestiniens qui sont arrivés à Amérique du Sud viennent de Bethléem, qui ont installé en Chili. Après, des Palestiniens qui sont venus de Ramallah et de Taïbé, c'est un petit village à côté de Ramallah. Après, des Palestiniens ont arrivé dans les pays d'Amérique du Sud à cause de la guerre 48-47 et la deuxième guerre du Golfe. La communauté palestinienne ici, en Amérique du Sud, considérée comme l'une des plus grandes communautés de Palestiniens, et ça reflète son importance politique et économique. Les Palestiniens ici sont intégrés plus rapide parce qu'ils sont des chrétiens, la première communauté, ça veut dire. Les Palestiniens en Europe, si c'est difficile de parler sur tous les pays européens, mais je présente sur la France, par exemple. La France, la migration palestinienne vers la France était au début du XXe siècle. Peut-être les Palestiniens voulaient immigrer vers les États-Unis, mais quand les navires s'arrêtent à Marseille, ils y ont installé. Aujourd'hui, la communauté palestinienne se considère comme une élite communauté et le plus éduquée et le plus active en politique. Vers l'Allemand, par exemple, l'Allemand c'est le premier pays en Europe qui a le grand nombre de Palestiniens. Ils en sont venus après la guerre libanaise et après la guerre 48 et 67. Et par exemple, je peux présenter aussi la Grande-Bretagne. La migration commençait avant 48 par des employés et étudiantes qui travaillent avec le BBC. Et après, leur nombre a augmenté après 48, 67 et la deuxième guerre du Golfe. Donc, finalement, pour faire une petite conclusion, la diaspora palestinienne a formé par des migrations forcées des Palestiniens de leur pays d'origine et parfois de leurs pays voisins. Il n'y a pas de corrélation entre la taille et l'impact de la diaspora. Par exemple, le nombre de Palestiniens aux États-Unis est plus grand que les Palestiniens en France, mais le rôle et l'impact politique des Palestiniens en France est plus grand que le rôle politique pour les Palestiniens aux États-Unis. Parfois, la histoire, la longue histoire pour la migration vers l'Amérique du Sud, par exemple, ici, peut conduire l'intégration complète pour les Palestiniens. Les statuts juridiques des Palestiniens dans la diaspora en lien avec les réseaux économiques vers la Palestine. Par exemple, les Palestiniens dans les pays du Golfe font les envois de fonds, mais les Palestiniens aux États-Unis, car ils ont les nationalités américaines, ils peuvent faire des investissements. Les Palestiniens dans tous les États à l'étranger ne peuvent pas encore, jusqu'à aujourd'hui, participer à des droits politiques
tels que les élections dans leur pays d'origine. Les chiffres que je présente maintenant des Palestiniens sont inexacts parce que les Palestiniens enregistrés dans les pays de diaspora selon leurs documents ou passeports. En outre, des pays ont enregistré les Palestiniens sous les différentes nationalités telles que Moyen-Orient, Arabe, Turc, etc. Le retour de la Palestinienne de la diaspora s'est accompagné avec le statut juridique. Donc, il ne veut pas retourner en Palestine sans des documents palestiniens, sans de passeport palestinien. Aujourd'hui, on peut voir avec la guerre de Gaza comment la coloniale israélienne continuait de faire du nettoyage ethnique pour les Palestiniens, et ça veut dire que le nombre de la Palestinienne dans la diaspora après quelques années va augmenter. Et merci. Merci Hadil et merci d'avoir tenu le temps. On passe maintenant à notre troisième intervenant, Yohann Soufi, qui est ancien chef du bureau juridique de l'UNRWA à Gaza et qui va nous parler donc de cette institution. Et son intervention, vous l'avez intitulée « L'UNRWA en attendant la paix ». Est-ce que tu veux t'asseoir là plutôt ? Ici, comme ça, ou là, ah oui. Ça ne dérange pas. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Soyez pas trop optimiste, il n'y a que le titre qui est bien dans la présentation. Merci beaucoup, ça marche. Alors oui, effectivement, UNRWA en attendant la paix, je vais vous parler d'une organisation qui est assez chère à mon cœur pour des raisons diverses. D'abord, personnellement, parce que j'y ai travaillé entre 2020 et fin 2022, donc c'est assez récent, mais aussi parce que j'ai l'impression qu'en réalité, UNRWA représente d'une certaine manière tous les défis, tous les espoirs du peuple palestinien, et notamment des réfugiés de Palestine. Et donc, d'une certaine manière, l'existence du peuple palestinien est étroitement liée à celui de l'agence donc de UNRWA qui les défend et qui leur apporte une assistance. Alors, comme je suis juriste, j'ai fait deux parties. Par contre, j'arrive pas à passer. C'est pas grave. Dans la première partie, je vais vous parler du mandat et du fonctionnement d'UNRWA, mais je vais aller assez rapidement parce que... Ah voilà. Juste appuyer là. Ça marche, ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Je suis meilleur en droit qu'en technique, désolé. Ouais, c'est bon. Voilà, donc dans la première partie, je vais vous parler du mandat et du fonctionnement, mais je vais aller assez rapidement parce que ça a déjà été évoqué dans les discussions précédentes, mais je vais essayer de vous donner aussi quelques chiffres et de vous parler un peu de ce qu'on sait concrètement à UNRWA, alors principalement à Gaza, mais dans les autres théâtres d'opération. Et ensuite, des défis que rencontre l'agence et que j'ai appelés des défis existentiels parce que, comme vous l'avez vu probablement, aujourd'hui, on est passé dans un nouveau type d'attaque contre l'agence et l'objectif est d'aboutir à son... si ce n'est à sa destruction juridique, parce que ça, il n'y a que l'Assemblée générale qui l'a créé qui peut le faire, mais en tout cas en faire une coquille vide, dépourvue à la fois de légitimité d'une certaine manière et de financement, ce qui est quand même le nerf de la guerre. Le mandat, d'abord, on va aller assez vite parce que vous êtes bien plus expert que moi, mais il est étroitement lié à l'histoire de la Palestine et d'Israël. D'abord avec le sionisme et donc le peuplement de la Palestine historique dans les années, notamment au début du XXe siècle, et en 1947 avec le plan de partage qui propose
de partager la Palestine en un État juif et un État arabe, qui aboutit rapidement à une forme de guerre civile, ou en tout cas à des violences importantes entre minorités arabes et minorités juives, et à la Nakba. Le 14 mai 1948, vous avez la proclamation de l'État d'Israël qui déclenche la révolte des pays arabes et des massacres comme Ader Yassin qui aboutissent à l'exode des Palestiniens. Et donc c'est ça dont on parlait tout à l'heure, qui fait notamment que les Palestiniens se rendent à Gaza, se rendent au Liban, en Syrie, en Jordanie. Et le 11 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies crée l'UNCCP, la commission de conciliation pour la Palestine, pour faciliter un accord de paix. Il faut bien penser qu'à cette époque, on a l'idée que ça va être un conflit relativement court, et donc que les personnes qui ont été déplacées de ce qui est devenu d'une certaine manière l'État d'Israël vont pouvoir rentrer chez eux de manière assez rapide après les négociations politiques. Et donc, comme on voit un an plus tard qu'on n'a pas avancé sur une solution politique, eh bien on vote une nouvelle résolution, la résolution 302, le 8 décembre 1949, qui crée l'Agence des Nations Unies pour la protection des réfugiés de Palestine, d'abord avec un mandat initial de 3 ans. Et l'idée, c'est vraiment de venir en complément des organisations qui existent déjà sur place, notamment du CICR, qui s'occupe des réfugiés. L'agence, elle commence à fonctionner en 1950, et c'est donc le début de UNRWA. Alors la spécificité, vous l'avez compris, du mandat de UNRWA, c'est qu'elle s'occupe des réfugiés de Palestine. Et donc il a fallu définir ce que c'était qu'un réfugié de Palestine, mais ça n'avait pas été fait dans la résolution qui crée UNRWA. Et donc, à l'agence, on utilise plutôt ce qu'on appelle une définition fonctionnelle, qui résulte notamment du mandat de l'agence, et qui définit un réfugié palestinien ou un réfugié de Palestine comme toute personne qui vivait en Palestine historique entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui a perdu son domicile et ses moyens de subsistance à cause de la Nakba. Cette définition, elle a été étendue par la suite, notamment en 1967, pour inclure les réfugiés dont on vous a parlé tout à l'heure, qui ont quitté aussi ce territoire à la suite de la guerre de 1967. Donc les services de UNRWA dont je vais vous parler, ils s'adressent à tous ces réfugiés-là. Et une des particularités, c'est que le statut de réfugié, il est transmissible. Et donc, il s'applique aussi aux descendants des réfugiés masculins et aux enfants qui ont été adoptés légalement par ces réfugiés. Et donc, naturellement, on a une évolution importante du nombre de réfugiés. On était à environ entre 720 et 750 000 en 1950, et on est aujourd'hui, on va dire, entre 5,3 millions et 6 millions de bénéficiaires des services de UNRWA dans les zones dans lesquelles l'agence opère. Alors, que fait l'agence ? D'une certaine manière, et ça c'était vrai notamment à Gaza, où on avait quand même un vide institutionnel d'une certaine manière, en tout cas pour ces services, on est dans une agence quasi-gouvernementale d'une certaine façon. Parce qu'en réalité, l'agence, elle offre des services qui relèvent normalement d'un État, notamment des services publics, notamment l'éducation, la santé, le social. Et donc, l'agence, elle est structurée de manière quand même assez autonome avec, vous l'avez vu, un commissaire général, Philippe Lazzarini, que vous voyez probablement dans les médias, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire assez important en réalité dans la manière dont l'agence est organisée, et aussi de bureaux de terrain. Alors un bureau à Gaza qui était de loin le plus grand bureau, puisqu'on avait plus de 13 000 employés qui offraient des services à environ 1,6 million de réfugiés. Mais au total, c'est 30 000 employés, avec des bureaux, donc je le disais, à Gaza, en Cisjordanie, et puis au Liban, en Syrie et en Jordanie. Diverses juridictions, on vous l'a dit,
ce qui veut dire aussi différents statuts. Pour les Libanais ici, vous savez que les Palestiniens sont fortement discriminés, ça a été rappelé. En Jordanie, ils bénéficient de la nationalité jordanienne dans la plupart des cas. Donc, qui dit aussi différents statuts, dit différents modes de fonctionnement au sein de l'agence, différents défis et différentes réalisations, même si je vais essayer de vous en parler de manière assez collective. Il faut bien penser qu'il y a des distinctions selon les théâtres d'opération, selon les acteurs locaux aussi. Alors, les principales activités de l'agence, c'est d'abord et avant tout l'enseignement élémentaire et secondaire. C'est la principale activité de l'agence. C'est 58% du budget total de l'agence, c'est 75% des employés. Et donc, quand vous entendez parler d'employés d'UNRWA, il faut bien vous dire, dans votre représentation, qu'en réalité, ce sont des profs, des enseignants du secondaire et du primaire, dans leur grande majorité. Il y a eu aussi pas mal de débats, notamment en France, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais sur le curriculum de UNRWA qui enseignerait la violence et l'antisémitisme aux enfants. Alors ça, c'est faux. UNRWA enseigne selon le curriculum local, donc avec des défis, et dont on pourra parler tout à l'heure, puisqu'en réalité, c'est d'abord le programme national qui s'applique, mais qui fait l'objet d'accords et de partenariats et d'une forme de synergie avec notamment l'UNESCO. Et donc, les programmes répondent aux principes, bien évidemment, des Nations Unies, impartialité, neutralité, humanisme, d'une certaine manière, et qui est un modèle laïque et libéral. La santé, ensuite, de nombreux centres de santé, notamment à Gaza, tous les centres de premiers secours et de premiers soins, ce qu'on appelle type 1, dans les opérations de maintien de la paix, c'est UNRWA qui le fournit, c'est-à-dire non seulement dans l'aspect curatif, mais aussi dans l'aspect préventif. Et ça, c'est extrêmement important vis-à-vis de communautés qui ne disposent pas toujours du savoir ou des connaissances pour aussi adopter les meilleures pratiques en matière de santé, notamment en termes de prévention du diabète, de prévention des épidémies. Et je peux vous dire qu'à Gaza, j'y étais pendant le Covid, l'agence a vraiment fait un travail extraordinaire dans la mesure où on avait à Gaza, avec une population qui avait des craintes aussi sur ce qu'on leur injectait, etc. Quand on voit les débats qu'il y a eu en France, on se doute que les fake news a circulé. Mais on avait un taux de vaccination qui était largement supérieur à l'ensemble des pays de la région. Et donc, voyez aussi que UNRWA fait toute cette prévention aussi dans l'aide au planning familial, etc. Donc vraiment un rôle extrêmement important. Et ensuite, une aide sociale. Alors aux familles de réfugiés les plus vulnérables, ce qui peut paraître paradoxal, mais y compris au sein de la communauté de réfugiés, vous avez des gens en situation d'extrême pauvreté à qui UNRWA apporte d'abord de l'aide sous la forme de nourriture, de distribution de nourriture, vous l'avez vu, avec des sacs de farine, d'huile, du sucre, etc. Aussi avec de l'aide psychosociale. Vous avez notamment à Gaza une population qui est traumatisée, qui est pluritraumatisée d'une certaine manière, en particulier les enfants. Donc vous avez cette aide aussi au logement. Il y avait des programmes de construction de camps, mais aussi du microcrédit, avec par exemple des prêts pour notamment les femmes, pour qu'elles développent des petits business sur Gaza et avec des conditions avantageuses de remboursement et de crédit. Donc voilà un peu ce que fait UNRWA. Je vais aller très vite sur les principaux accomplissements parce que je ne veux pas non plus, faire trop la pub, même si c'est vraiment une agence qui mérite un soutien. Mais à mon avis, ce qui est peut-être l'élément à prendre en compte de manière principale, c'est d'une certaine manière l'efficience de l'agence. Parce que je vous ai mis les chiffres, quand on compte par dollar l'argent qui est dépensé pour l'éducation, pour la santé, vous le voyez, on est largement plus efficace que la plupart des États, d'abord de l'OCDE ou des États occidentaux, bien évidemment, mais même d'autres États du Global South. Vous le voyez, je ne sais pas, on est à 24 $ par personne et par an pour la santé, quand par exemple, pour la moyenne de l'OCDE, on est à plus de 4 000 $. Pour l'éducation, c'est 800 $, 880 $ par enfant et par an, alors que la moyenne des États de l'Union européenne, par exemple, c'est 7 000 $. Donc vous voyez, c'est à mon avis ce aussi sur quoi il faut insister,
C'est outre les résultats assez impressionnants de cette agence, c'est aussi son efficacité d'une certaine manière. Maintenant, la question qui fâche, les défis. Alors le premier défi, il est bien évidemment le théâtre d'opération de l'agence. On vous l'a dit, c'est une zone, et d'ailleurs je n'ai pas besoin de vous le rappeler, c'est une zone de conflit permanent. Tous les théâtres d'opération, Gaza bien évidemment, mais le Liban, les réfugiés palestiniens sont notamment au sud et dans les quartiers anciennement à Dahiyeh, pour ceux qui connaissent le quartier chiite. Donc c'est des endroits qui sont des zones de conflit répétées. La Syrie, pareil, et bien évidemment la Cisjordanie et Gaza, avec les conséquences aussi des multiples guerres sur les installations de l'agence. Les écoles sont souvent visées et les communautés de réfugiés palestiniens sont en première ligne d'une certaine manière et les premiers vulnérables de ces conflits dans certaines zones en raison de la discrimination. À Gaza, par exemple, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas fuir. Et donc les conséquences, elles sont directes pour les réfugiés que l'agence assiste, mais aussi pour les employés d'UNRWA, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais à Gaza, par exemple, quand j'y étais, on était 12 employés internationaux. Ce qui veut dire que sur 13 500 employés, vous avez 99,9% des employés qui sont à la fois des réfugiés et des employés, et donc qui sont aussi affectés par les guerres. Et je ne parle même pas, mais je vais en parler quand même, des conséquences de la guerre aujourd'hui à Gaza sur l'agence. 192 employés qui ont déjà été tués. C'est de très loin la mission des Nations Unies la plus dangereuse et la plus mortelle. Mais comme pour la plupart, c'est même pas pour la plupart, de manière exclusive, sont des Palestiniens, eh bien, il y a une forme de discrimination, il faut le dire comme ça l'est, puisque quand il y a eu par exemple des employés de World Kitchen, 7 employés, il y a eu une réponse internationale légitime, et heureusement, mais quand il y a 192 employés de l'agence qui sont tués, il n'y a pas la même forme de dénonciation dans les chancelleries, notamment occidentales. Mais en fait, ils sont tous victimes à Gaza, parce qu'en réalité, ils ont tous été déplacés, tous les employés de l'agence, ils ont tous perdu leur domicile pour la plupart, et ils ont tous quelqu'un dans leur famille proche qui a été tué ou blessé. Le deuxième défi, il est financier. Alors pourquoi ? Parce que, je vous ai mis les chiffres, en réalité, les principaux contributeurs de UNRWA sont les pays occidentaux, notamment les États-Unis, qui a porté jusqu'à 422 millions sur un budget, on va dire, d'environ $1 milliard, même si le budget est difficile à calculer parce qu'en réalité, il est composé de 2 types de budgets. Le premier, c'est un budget permanent qui permet de faire fonctionner l'agence sur le moyen et le long terme. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle des emergency appeals, où en réalité, les États donnent pour un projet particulier. Et les États, ils aiment ça parce que ça leur permet en réalité de contrôler exactement quel type d'argent ils donnent et pourquoi. Et donc, en réalité, les États ne veulent pas donner pour le budget permanent, ce qui permet pourtant à l'agence d'avoir une forme de visibilité et de planification à moyen et à long terme, et ils donnent uniquement pour des emergency appeals, et qui sont donc des projets parfois de quelques mois ou de quelques semaines. Donc, les principaux contributeurs, les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne, la France et la Suède, dans cet ordre-là. Et donc, vous le voyez, en réalité, une énorme instabilité parce que en novembre, c'est clair. En réalité, si Trump était élu, eh bien, UNRWA perd un tiers de son budget. C'est aussi simple que ça. Et donc, de faire fonctionner une organisation qui soutient comme ça une population à bout de souffle, avec un fonctionnement qui, en réalité, dépend d'élections, et notamment dans les démocraties occidentales, d'élections régulières, avec des changements conséquents, en réalité, des conséquences du vote de chacun, eh bien, ça crée une grande instabilité. Et en parallèle de cette instabilité, en réalité, vous avez des coûts qui, eux, ne cessent d'augmenter. Notamment parce que, je vous l'ai dit, la population a tendance à augmenter, mais aussi parce qu'en réalité, les coûts fixes augmentent. La guerre en Ukraine, j'y étais pendant que c'était la guerre, le prix du ciment, de la farine a explosé. Et donc, forcément, en réalité, les coûts, par exemple pour construire une école ou pour donner un sac de farine ou de sucre
à une famille, eh bien, ça explose aussi. Mais en réalité, la pression et le défi le plus existentiel pour l'agence, c'est la question de l'indépendance et de sa neutralité. Et c'est ce dont on discute aujourd'hui dans le débat public. Alors, différents types de pression et d'acteurs qui font pression, j'en vois 3. Le premier, ce sont les acteurs locaux, notamment le Hamas, bien sûr, à Gaza, le Hezbollah au Liban ou le régime syrien de Bachar al-Assad. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ils veulent contrôler l'agence parce que les réfugiés de Palestine représentent soit une menace, soit un soutien dont ils ont besoin. Et donc, il y a forcément une porosité entre l'agence et les communautés de Palestiniens locales. Et par exemple, à Gaza, il y avait une velléité qui était claire du Hamas d'infiltrer aussi l'agence de manière discrète, mais par l'intermédiaire du syndicat. Avec des tensions aussi entre internationaux et populations locales en raison des salaires, des différences de salaire. Ensuite, une pression des donateurs. Je vous l'ai dit, les Américains, pour vous donner un exemple très concret, ils voulaient dépolitiser l'action de l'agence et par exemple, ils ne voulaient pas entendre parler de droit au retour dans l'enseignement, ils ne voulaient pas entendre parler de la Palestine historique, alors encore moins de résistance par exemple. Et donc, bien évidemment, il y a un clash entre la volonté des donneurs et les autorités locales qui veulent, comment dirais-je, imposer ou en tout cas influencer un système d'enseignement local. Mais l'attaque la plus importante, elle est bien évidemment d'Israël, qui a toujours eu une position assez ambiguë vis-à-vis de l'agence. Ambiguë pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, Israël en réalité a besoin de l'agence, en tout cas en avait besoin, parce que en tant que puissance occupante, en tout cas pour Gaza, c'est à Israël de s'occuper de ses services si il n'y avait plus UNRWA. Mais de toute façon, pour la région, tous les experts savaient, d'ailleurs c'est pas un hasard si c'est les États-Unis et l'Allemagne qui sont les principaux donateurs, c'est qu'en réalité l'agence était un facteur de stabilisation aussi dans la région et donc une des conditions de garantie de sécurité d'Israël. Mais aussi une volonté d'attaquer l'agence, et c'est pas nouveau, avec des attaques notamment sur sa porosité soi-disant au terrorisme, et qui ont pris une dimension totalement nouvelle dans les 7 derniers mois, avec les accusations comme quoi 12 agents de UNRWA, donc sur les 13 000, auraient participé aux attaques du 7 octobre, et aussi l'argument qui est revenu sur l'enseignement violent de l'agence. Heureusement, le secrétaire général a commandé une enquête qui a conclu que l'agence, en réalité, malgré des défis que j'ai soulignés, avait les mécanismes de protection contre la violence et l'antisémitisme les plus forts qui soient, notamment dans le système onusien. Je vous remercie. Juste, je vous ai mis la photo de mes camarades parce que pour vous, ça peut paraître abstrait, mais pour les gens qui sont là-bas, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Et voilà, c'était une petite pensée pour eux en conclusion. Merci Johan. Et maintenant, on va passer à la dernière intervention. C'est avec Smail Sheikh Hassan, qui est avec nous en ligne depuis le Liban et qui va intervenir en anglais. Donc, je vais passer en anglais. Smail. Hello. Hi, Smail. How are you? Can you hear me? Okay. Yes, we can hear you. Thank you, Smail, for being with us. So, Smail Sheikh Hassan is an independent researcher and an urbanist, and he's going to talk about urban planning and post-war reconstruction in Palestinian refugee camps. Smile. Okay, thank you. Yeah. Thank you, Hala, and hello, everyone. Sorry, I'm not able to attend in person. I'm speaking to you from Lebanon, from Saida. And sorry, I do not speak or understand French. And thank you for this invitation. I originally wanted to focus on urban planning and post-war reconstruction,
experiences in Palestinian camps. But when I actually sat down to prepare this, I realized I prefer to focus on the role of activist professionals in this process. And what is interesting about these actors is their ability to bridge between professional practice, activism, and also academic research. And the experiences of activist professionals are quite relevant to us, specifically in these times, because there is an urgency to create and maintain these connections between research, professional practice, and activism. What we will learn from their tradition is that their role is necessary, but it's also a difficult one, and it has many tensions and contradictions. But we can appreciate its necessity when we are witnessing how academics with their ability of thinking critically are being less able to act in the world and influence reality, and that professionals who are acting on the ground are being denied the right to think politically, at the risk of losing their jobs, and they become instruments of global institutions that are controlling global politics and economies. And meanwhile, activists with their clear political convictions are constantly presented as illogical, irrational, and radical in the negative sense. The context of Palestine and its various refugee camps present an interesting frame to discuss some of the relations between professional practice, research, and activism. And this is mainly because there has always been something exceptional and extraordinary occurring in this context. And I'm talking about the suspension of rule of law and emergency measures that has taken different forms over the past century, whether in nation states or in the international stage, when we are dealing with the question of Palestine. And if we consider the ideas of the philosopher Giorgio Agamben, this exceptionality is not really an exception in the world, it is the actual reality. In fact, what we are witnessing in Palestine and Gaza over the past year reveals the illusion of international law, of international human rights. This implies that our positioning with the Palestinian cause is much more than an ethical position. Because if this exception can occur in Palestine, it can happen in other places as well. And we are all vulnerable. So Palestine is not an exotic case study. It is the horrifying mirror of our reality, a mirror that illustrates so clearly the global order with no filters. Palestinian dispossession has been going on for a century, and it's made up of some basic components: losing access to land, losing access to natural resources, and being unable to influence the systems that control their everyday lives. These same components can also describe to an extent the sense of alienation and disempowerment that various communities are feeling around the world in relation to their own reality, especially with increasing dependence of people on global corporations, on everything from food, medicine, access to news, and even basic social communication. And all this is happening simultaneously as our planet Earth is being polluted and destroyed, so a few people can make an insane amount of profit. In fact, if we look at the boycott list of BDS, what do we find? A list of corporations that are the biggest polluters of the planet, producing the unhealthiest types of food, the biggest extractors of natural resources through unsustainable methods, while denying access to these resources to local communities. This is quite remarkable, because any group of people who don't know anything about Palestine, but who care about their health, who are concerned with food sovereignty, with protecting their environment, and who stand with the right to organize unions and worker rights, and who care about individual privacy, already have major issues with these lists and these corporations. So what is happening in Palestine today is fundamentally relevant and connected to us on so many other levels. And studying Palestine allows us to understand how populations are being tamed, controlled, colonized, and it also teaches us something on the modes of resistance and solidarity that we need to be able to confront insurmountable odds and existential threats. So we go back to the activist profession. What is an activist professional? They are people who believe in the power of their knowledge and the ability to use their expertise in creating social and political change. They were identified as a distinct category maybe as far back as the 1960s, mostly among the professions of doctors, teachers,
architects, and urban planners. And what is interesting with urban planners is that it defines itself as a discipline, that it is specialized in transforming knowledge into action in the public domain. Activist planners became more clearly visible in the Palestinian context probably in the 90s. And before that, the making of the camps was led by refugees themselves, who for them the camps were more than temporary spaces of refuge. They were a reconstruction of their destroyed communities and a space of political organizing for the liberation of Palestine. But the planning of the camps were also impacted by top-down planning processes that were part of various agendas aimed to control Palestinian refugees or to make them as humanitarian or depoliticized subjects. Some of these processes were led by UNRWA rational planners in the early years, and with rational planners, we are talking about an era when professionals naively thought that they knew what was the public good and who considered urban planning as a purely scientific, technical exercise that should be separated from politics. Or by colonial modernist planners, like the case of Michel Ecochard, who drew up a plan for urbanizing Ain al-Hilwa in the 60s, using the same planning principles that were used by colonial France in Algeria and Morocco to quell rebelling Arab cities and to create modern urban fabrics that would be easier to control. These top-down planning processes were confronted successfully by powerful anti-colonial political movements in the region, who saw them as attempts by the international community to settle the Palestinians in the surrounding Arab states and to compromise the right to return to their homes and villages in Palestine. A third model of top-down urban planning was conducted by Israeli military planners, and there are many examples of this, one of which was implemented in Gaza in the 1970s and 80s, where there was an Israeli policy of depoliticizing Palestinian refugees through relocating them outside the camps. Moshe Dayan, the Israeli defense minister then, said that as long as the refugees remain in their camps, their children will always say they came from Yafa and Haifa. But if we move them outside the camps, then they will have a new attachment to their new land, and forget Yafa and Haifa. And thus the homes of more than 63,000 Gazan refugees were bulldozed during the 70s and 80s to open new roads within the camps, thus facilitating Israeli military control of the camps. And the residents were relocated to new modern housing projects in new neighborhoods like Sheikh Radwan and Tal al-Sultan that was built by the Israeli authorities. However, these Israeli housing projects were discontinued and considered as a failure in Israel when they realized that the residents of these new housing projects were even more politically active in the Intifada than the residents of the camps. And this really shows the incredible capacity of the refugees to reappropriate various colonial spaces and projects. Later on, there were several types of activist urban planning initiatives that emerged. One group of them worked on different forms of advocacy and imagining the reconstruction of a decolonized Palestine, or exposing the horrific reality of Israeli occupation through maps and different infographics. These attempts were either attached to universities, cultural initiatives, or different types of advocacy groups. But what is more interesting is the type of activist professionals who were more engaged with communities on the ground or working within formal institutions, such as the activist professionals who emerged within UNRWA, when a new generation of Palestinians became higher-level employees within the agency and who wanted to reform the agency in order to better serve and empower the refugees. And one of the achievements of that generation was their ability to create a new department within UNRWA that became known as the Camp Improvement Program. And there were created a shift within UNRWA. It introduced the concept of community participation in developing local improvement divisions for individual camps and recognized the importance of camps as political and social productions of Palestinian life. Their first achievement was their intervention to stop the total demolition and reconstruction of Nayrab camp in Syria, whose housing conditions were considered extremely problematic. And they developed a more sensitive urban improvement project in participation with the local community. And their approach was then institutionalized and implemented in various camps in different UNRWA fields. A third type emerged
within Palestinian communities themselves, often during emergency conditions, and activist professionals played roles in mobilizing and organizing communities against problematic projects and in promoting local counter projects. This was the case, for example, in the reconstruction of Nahr al-Bared, where local activist planners played key roles in confronting the Lebanese state's security vision for reconstructing the camp back in 2007. So what can we learn from these experiences of activist professionals, whether from their work in Palestine and its camp or through reflections from academic literature in the field of urban planning? Activist professionals are often discussed as unstable categories. They will always be facing difficult dilemmas and contradictions, and this relates to their hybrid identities. On one hand, they can have significant impact within certain conditions, but these conditions are often temporary. They typically do not last. With time, activist professionals realize the limits of their professional knowledge, and they also realize that in order to create needed change, they need to engage in political action and political organizing. Their instability also relates to the instability of the social movements that are usually aligned with, especially since these movements are typically in flux. And finally, their instability relates to the changing political realities within the formal institutions they work within, which will always have certain limitations when it comes to activism. In the literature of urban planning, we will find a variety of theories that discuss how urban planners can contribute to social change and social justice. But we also have to realize that the context of this literature is the liberal democratic state. In context of colonialism, authoritarian regimes, and military occupations, the stakes are much more complicated, and these theories collapse. In fact, the political project of urban planning is a reform project. It essentially seeks to reform the system, the political system, and make it work better, which makes these theories irrelevant in the context of military occupation and colonialism, where reform is not possible. In fact, there is a lack of theory in the discipline of planning on how to act in such contexts. And what a lot of activist planners realized, even in liberal democratic conditions in Europe and the United States, is that they were playing the role of soft cops. So while the real cops or real police have a monopoly on violence to implement social control, urban planners working on themes of development and urban improvement are actually being used or manipulated to implement softer modes of social control, and thus they contribute to maintaining status quo and delaying the emergence of radical movements and contentious politics that are often needed to create real political change. So what becomes clear and also unfortunate is that given the vulnerable nature of activist professionals, eventually they have to choose between either their professional identity or their activism. But the choice, in fact, is not between professional knowledge versus political belief, not at all. The choice is between sacrificing the benefits and their social status as professionals that is provided to them by the system that employs them. Because if they want to act politically, and we are speaking in the context of extraordinary conditions, they will not be allowed to work in these institutions. In fact, they will be subject to more violent forms of persecution. So this is my last slide. So in the extraordinary conditions of Palestine, or the broader world of today, activist professionals have maybe one of two choices. Either they become covert activist professionals. This means they keep their politics secret. They try to advocate for progressive policies internally in the institutions they work in without compromising their position, but they simultaneously support radical movements on the outside covertly, and they obviously become a strategic resource to such movements. Or the other choice is that they sacrifice their professional status for the sake of their political convictions. They move on more directly to other organizations that have similar political beliefs and aspirations. But obviously, this move comes with certain sacrifices, especially in contexts such as Palestine and other extraordinary realities. Thank you.
Thank you, Smile, and stay with us for the Q&A. Thank you.